Je suis content de voir que quasiment toutes les chaises sont prises, hein. Ça montre qu'il y a un intérêt pour le sujet qu'on va présenter aujourd'hui. Alors, le titre de ma présentation, vous l'avez vu, les radiations dans la vie quotidienne. J'ai proposé ce titre parce que j'ai remarqué que quand on discute avec les gens qui ne sont pas spécialistes, souvent ils sont stupéfaits ou étonnés de voir qu'il y a des radiations qui nous englobent dans la vie quotidienne, dans vraiment beaucoup de sources différentes. Alors, si je veux vous parler de radiation, la première chose à faire, ça va être déjà de définir ce que c'est qu'une radiation. Une radiation, on peut décrire ça comme étant le transport d'une énergie à travers l'espace. Vous avez certainement entendu parler en tout cas de 3 types de radiations, les radiations alpha, bêta, gamma. Alors j'ai juste voulu commencer par ça, et puis après ça va être plus tranquille, je pense. Alors, les particules alpha, c'est 2 protons et 2 neutrons qui se déplacent relativement rapidement, et quand ils arrivent dans la matière, ces particules alpha vont être arrêtées. Et arrêtées, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles vont être freinées dans la matière, et puis elles vont éjecter les électrons qui se trouvent dans la matière. Ça, c'est pour les particules alpha. Les particules bêta, c'est des particules plus légères, qui vont réussir à pénétrer plus facilement dans la matière, mais qui vont aussi faire des ionisations, c'est-à-dire qu'ils vont aussi éjecter des électrons de la matière le long de leur trajectoire. Et puis les rayonnements gamma, on les appelle aussi des photons, enfin on va pas rentrer trop dans les détails, mais les rayonnements gamma peuvent pénétrer beaucoup plus facilement dans la matière, et puis au bout d'un moment, ils ont tendance à faire une interaction qui va mettre en mouvement un électron, qui va se déplacer dans la matière, comme vous venez de le voir ici, et puis qui va aussi ioniser la matière, c'est-à-dire le résultat de toutes ces radiations-là va être d'éjecter des électrons hors des atomes dans la matière. Et pourquoi est-ce que c'est important de s'attarder là-dessus? Bien parce que, vous savez que dans les êtres vivants, se trouvent des cellules, se trouvent en particulier dans les cellules des noyaux avec l'ADN, et si justement ces ionisations, c'est-à-dire ces électrons qui vont se déplacer tout seuls dans la matière, si tout d'un coup ils se trouvent à proximité de molécules d'ADN, eh bien, ces électrons-là vont pouvoir faire des dommages à l'ADN qui vont ensuite pouvoir se traduire par exemple, le développement d'un cancer dans les années ou les dizaines d'années qui vont suivre. Donc, c'est ça qui est à la base du problème qu'on a avec les radiations, c'est que justement, ils peuvent faire des ionisations et puis créer des dommages à la vie. Alors, le titre de ma présentation, c'est les radiations dans la vie quotidienne. Alors, j'ai commencé très tôt dans la vie quotidienne. Commençons par le Big Bang. Je ne sais pas si vous savez, mais tout ce qui a créé notre univers est fondé vraiment sur des réactions nucléaires. Au moment du Big Bang, en tout cas, comme on arrive à modéliser le début de notre univers, il y avait de l'énergie pure qui se trouvait localisée quelque part où on est maintenant. Et puis des réactions nucléaires sont apparues. Et puis au départ, cette énergie s'est transformée, s'est matérialisée en hydrogène et hélium. C'est les 2 atomes, ou plutôt les 2 noyaux les plus simples qu'on puisse trouver dans la nature. Et puis après, il s'est passé un énorme laps de temps. Les étoiles se sont formées, il y a eu des réactions thermonucléaires qui ont produit beaucoup de radiation. Puis le résultat, c'est d'avoir créé toute une série d'autres éléments, le carbone, l'azote, l'aluminium, enfin tout ce que vous voulez. Et puis, consécutivement à la formation de ces étoiles, aux explosions d'étoiles, aux réagglomérations de matière, bien le système solaire s'est formé avec le Soleil et la Terre. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que la matière qui nous compose, la matière qui nous environne, n'a pu apparaître telle qu'elle est maintenant que parce qu'il y a eu des radiations dans la vie quotidienne des milliards d'années précédentes. Alors, la vie est apparue sur la Terre aux alentours de 3,5, 4 milliards d'années, comme ça. Tout d'abord avec des organismes qui étaient très simples. Ça représente en gros des organismes unicellulaires qui sont ici. C'est les premiers qui seraient apparus. Ils ont vécu dans un milieu où il y avait des radiations en permanence, et ces radiations ont permis à la vie, en tout cas ont participé à l'évolution de la vie. S'il y a eu des mutations dans la vie, si les choses ont évolué pour donner ce que nous sommes maintenant, c'est en bonne partie à cause ou grâce aux radiations. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que les radiations ont permis l'évolution de la vie, donc très probablement ont permis de créer de nouvelles espèces. Donc, pour le développement de la vie en général, elles ont certainement été bonnes, mais pour les individus en particulier, les choses n'étaient peut-être pas si bonnes que ça. Mais rétrospectivement, c'est certainement ce qui nous a permis d'avoir la vie qu'on connaît maintenant. Okay.
Alors, si on se place maintenant en 2010 et qu'on se pose la question de savoir où se trouvent les radiations dans notre vie quotidienne, bien, je vous ai dit qu'il y avait des radiations dans l'espace, mais ces radiations sont toujours dans l'espace. Hein, les étoiles, les galaxies continuent à bombarder l'univers avec des radiations. Et puis nous qui vivons sur la Terre, eh bien, on continue à se faire irradier par ce rayonnement galactique ou cosmique. Hein. Et je vais vous donner une série de chiffres, ce sera toujours les mêmes unités, donc vous pourrez facilement les comparer. Par année, on reçoit grosso modo, simplement en vivant ici, par le rayonnement cosmique, 0,4 millisievert. Cette unité de millisievert traduit en fait la quantité de radiation qu'on reçoit. Donc 0,4, c'est ce qu'on reçoit du cosmique. Donc ça, c'est tout à fait naturel. La Terre elle-même est radioactive. Et on se fait bombarder en permanence par de l'uranium, par du potassium 40. Enfin, il y a plein d'éléments radioactifs qui sont dans la Terre. Et la Terre nous irradie pour environ la même quantité, aussi 0,4 millisievert. Pour la petite histoire, vous savez que le corps de la planète Terre est chaud, et la majorité de l'énergie qui produit cette chaleur thermique ou géothermique provient de désintégrations radioactives qui ont lieu à l'intérieur de la Terre. Parce que quand une désintégration radioactive a lieu, ça veut dire qu'il y a de l'énergie qui est dissipée, il faut bien qu'elle se retrouve quelque part, cette énergie. Et l'énergie géothermique, ce qui fait que le sol reste chaud, vient de désintégrations radioactives à l'intérieur de la Terre. Voilà. Alors, si on s'intéresse un peu plus au rayonnement cosmique, quand on reste au niveau de la Terre, ici, au niveau du sol à Lausanne, on reçoit, comme je l'ai dit avant, en gros 0,4 millisievert par année. Mais pour ceux qui aiment prendre l'avion, je pense que c'est intéressant de savoir que vous recevez bien plus en prenant l'avion qu'en restant au niveau du sol. Donc par année 0,4 par le rayonnement cosmique, mais si vous faites un vol aller-retour Zurich-Los Angeles, vous avez 0,2 supplémentaire juste en faisant ce vol-là. Donc si vous voulez vraiment limiter votre risque d'irradiation, ne prenez pas l'avion, déplacez-vous à vélo, donc vous avez peut-être d'autres risques, mais c'est pas comme ça que je peux faire. Voilà. Alors il y a d'autres sources d'irradiation. Je vous ai dit que la Terre était composée de matériaux radioactifs, mais nous-mêmes, nous sommes composés aussi de matériaux radioactifs, en particulier du potassium 40. Vous savez que nos muscles, nos os sont composés de potassium. Puis il y a une partie du potassium naturel qui est ce qu'on appelle un isotope, qui est le potassium 40, et qui est un potassium comme les autres vu de l'extérieur, sauf que de temps en temps, il se désintègre. Quand je dis de temps en temps, il faut comprendre ça en se disant que dans une personne normale c'est 70 kilos, c'est juste moi. Donc si vous voulez voir une personne normale, en tout cas pour la masse, c'est moi. On dit qu'il y a en gros 3000 désintégrations par seconde de potassium 40. Donc chaque seconde, vous pouvez compter, il y a 3000 désintégrations radioactives de potassium qui vont me chauffer un peu, mais c'est pas ça qui me tient chaud malgré le vent qui est là. Alors le potassium 40, c'est une des sources principale de notre irradiation interne, c'est qu'on se fait irradier naturellement, mais quand on mange des aliments, il y a du plomb 210, du polonium 210, ceux qui fument des cigarettes, vous prenez aussi pas seulement de polonium 210, hein. Vous vous souvenez, il y a 3 ans, l'affaire, c'était Litvinenko, hein, qui s'était fait tuer au potassium, au polonium, pas au potassium, au polonium 210, bien, il était mort par le polonium 210, puis chez nous à l'Institut, je sais pas, Pascal, tu voulais pas en parler de ça, hein, la prochaine fois. D'accord. Bien, on a dû mesurer des urines de personnes qui avaient été dans les environs de Londres où cet espion avait été tué. Puis on avait remarqué qu'il y avait des gens qui avaient un peu de polonium. Donc on arrive à mesurer des petites quantités de polonium. Voilà. Alors tout ça, ça correspond aussi à 0,4 millisievert par année, notre irradiation naturelle. Et puis la plus grosse partie, en fait, vient de ce qu'on respire. Je pense que vous avez, si vous êtes intéressé par les radiations, vous êtes venu ici, je pense que vous avez tous entendu parler du radon. Le radon, c'est un gaz radioactif qui nous irradie principalement les poumons. Mais le radon en Suisse, parce que la Suisse a pas mal de radon, donne environ 1,6 millisievert par année, contre 0,4 pour les autres parties que je vous ai présentées avant. Voilà. Donc, je vais juste dire 2 mots sur le radon. Ça, c'est ce qu'on appelle la carte du risque du radon qui est publiée par l'Office fédéral de la santé publique. Donc, vous pouvez regarder où vous habitez. Si c'est rouge, ça veut dire que le risque est élevé. Si c'est très clair, ça veut dire que le risque est léger. Et puis entre deux, c'est entre deux. Voilà. Donc, ce que vous voyez, c'est que les zones à risque pour le radon sont les zones où on trouve
du gneiss et du granit, hein, principalement au Tessin et dans les Grisons, parce que dans le gneiss et le granit, ben, il y a pas mal d'uranium, et puis l'uranium est à la base du radon, justement. Suite aux désintégrations de l'uranium, on produit du radon. On en trouve un petit peu en vallée, principalement ici, là dans le massif des Aiguilles Rouges, hein, vers le lac des Mossons, par exemple. Et puis, on trouve aussi une zone à risque qui est un peu étrange a priori, c'est la région du Tessin, du Jura, du Jura, vous avez tous vu. Alors, il n'y a pas de granit dans le Jura, comme vous le savez, hein, mais par contre, il y a des roches karstiques avec des fentes, des fissures relativement importantes. Ça veut dire que le peu d'uranium qui s'y trouve produit une quantité de radon qui arrive facilement à s'échapper et à rentrer dans les maisons, puis dans les poumons des personnes. Donc ça nous irradie, ça donne 1,6 en moyenne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le radon? Avec le radon, il y a des solutions simples. Si on veut savoir combien on en a dans sa maison, il suffit de faire une mesure pendant 3 mois avec un dosimètre qu'on peut commander auprès d'offices spéciaux. Et puis si on a du radon, on peut généralement assainir sa maison relativement facilement. Et puis le plus simple encore, en tout cas pour les fumeurs, pour réduire son risque radon, c'est d'arrêter de fumer. Enfin, c'est peut-être pas le plus simple, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que dans un environnement donné, le risque de développer un cancer suite à l'irradiation du radon est 25 fois plus élevé si vous êtes en plus fumeur. C'est-à-dire qu'il y a un effet multiplicatif. Si on fume et on a du radon, on a beaucoup plus de risque d'avoir un cancer que si on est simplement fumeur sans radon ou simplement non-fumeur à un endroit où il y a du radon. Voilà. Et puis les assainissements sont généralement relativement simples et coûtent pas très cher. C'est pas vrai, on peut pas dire que le radon soit réellement un problème de santé publique parce qu'on a des solutions toutes simples. Alors ça c'était pour les sources naturelles de radiation. Vous savez qu'il y a eu des essais atomiques dans l'atmosphère durant les années 60 principalement, mais entre 45 et 81. Alors, si on regarde les doses qu'on a reçues suite à ces effets-là, c'était typiquement dans les années 70, là où on était vers le maximum, c'était environ plus ou moins inférieur à 0,1 millisievert par année. C'est toujours les mêmes unités qu'avant. Alors que maintenant, on est typiquement bien en dessous de 0,02 millisievert par année. Donc, c'est pas de cette irradiation-là qu'il faut avoir le plus peur maintenant. Évidemment que ça, c'est les bombes qui ont déjà explosé. Je pense qu'il faut avoir peur des autres bombes qui pourraient exploser, ça c'est sûr. Mais pour celles qui ont déjà explosé, c'est pas là qu'il y a des risques d'irradiation actuellement. Un autre risque important, c'est le risque nucléaire. On en parlera un petit peu plus après. Tchernobyl, vous savez que l'accident a eu lieu en 1986. Toute l'Europe a été touchée. Alors ici, j'ai un graphique qui a été publié dans un rapport de l'Office fédéral de la santé publique qui présente la situation pour la Suisse. Évidemment que ceux qui étaient à proximité de la centrale ont eu des doses nettement plus importantes que chez nous, mais nous, qui sommes à plusieurs milliers de kilomètres de Tchernobyl, voilà combien on a eu. Sur toute la durée qui a suivi l'accident de Tchernobyl, en moyenne en Suisse, on a reçu 0,5 millisievert sur les 20 années qui ont suivi. Évidemment qu'il y en a eu plus au départ. Là, vous avez les années 1986, 87, 88, etc. Donc, il y a eu beaucoup au départ, et puis gentiment, ça a diminué. Mais en tout, 0,5 pour les Suisses moyens. Et puis, les calculs conservatifs montrent que les Suisses qui ont reçu le plus ont reçu 5 millisievert suite à Tchernobyl. Alors, actuellement, il n'y a vraiment plus de risque à avoir, enfin, il n'y a plus de crainte à avoir pour l'irradiation de Tchernobyl. C'est des choses qu'on arrive encore à mesurer dans l'environnement. C'est clair, mais la dose qu'on reçoit maintenant consécutive à Tchernobyl, elle est inférieure à 0,01 millisievert par année. Voilà. Et puis comme on travaille à l'hôpital, juste de l'autre côté, il faut aussi décrire les doses qu'on reçoit par l'irradiation médicale, je pense que c'est important. Alors en 1998, on avait fait une enquête qui montrait que le Suisse moyen recevait 1 millisievert par année. Alors ce 1 millisievert moyen par année pour le Suisse moyen ne veut pas dire grand-chose. C'est un peu comme la femme qui donne naissance à 1,8 enfants. On la trouvera difficilement, cette femme-là. Il y en aura entre 0 et 7 ou 10 ou 15 peut-être, grand maximum. Par contre, dans le domaine de l'irradiation médicale, là on va beaucoup plus loin. Il y a une grande partie des gens qui reçoivent 0, parce que quand vous allez chez le dentiste, on peut considérer que c'est 0, pour des petits clichés. Et puis il y a des patients qui peuvent recevoir 20, 50, 100 ou plus millisievert en une année. Donc il y a des grandes variations chez les patients. Alors 1 millisievert par année, c'était en 1998. On est en train maintenant, notre institut, puis l'Institut universitaire de médecine
sociale et préventive de faire une enquête sur 2008 pour savoir où on en est maintenant, parce qu'il y a eu une explosion des doses, ça on le sait. On sait que la dose médicale augmente. J'ai mis 2 millisieverts, point d'interrogation, j'en sais rien. On est en train de recueillir les données maintenant. Ce que je sais, c'est qu'il y a 3 ans, aux États-Unis, ils étaient à 3 millisieverts par année et par habitant. Donc, et puis ils étaient un peu comme nous quelques années avant 1998. Donc il y a vraiment une grande augmentation qui vient principalement du scanner. Le scanner est de plus en plus facile à utiliser maintenant. La médecine nucléaire apporte des informations diagnostiques qu'on n'avait pas avant. Et puis on les utilise de plus en plus, ces moyens. Pour le bien du patient, certes, mais ça donne aussi des doses supplémentaires qu'on n'avait pas auparavant. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour comprendre ces risques? M. Kaufmann en parlera plus en détail, mais je vais juste montrer comment on le fait, nous, en médecine. Alors là, j'ai une échelle que j'ai qualifiée risque pour la santé. J'aurais pu mettre aussi risque de décès. C'était un peu risque pour la santé, c'est peut-être un peu modéré. Mais vous voyez, c'est des échelles comme celle-là. 1 sur 1 million, on estime que c'est négligeable. C'est que si vous avez une chance sur 1 million de décédés, on va estimer que c'est négligeable. Puis vous voyez qu'une chance sur 100, on estime comme étant modérée. Pourtant, on se dit, si j'ai une chance sur 100 de décédés, c'est beaucoup. Hein. Mais moi, j'aime bien comparer ces risques avec, par exemple, prendre la navette spatiale. Vous estimeriez à combien le risque de décéder si vous prenez la navette spatiale? Le risque de la prendre. Oui, le risque de la prendre, celui-là, il est zéro, c'est sûr. Enfin, en tout cas, pour moi j'aimerais bien y aller, mais le risque, si on vous met dedans, combien est-ce qu'on estimerait la probabilité de décéder si on prend la navette spatiale? Extrêmement faible, vous diriez combien? Non, c'est beaucoup. 1 sur 2, 1 sur 1, 1 sur 1000, 1 sur 1 million, 1 sur 10 000? Non, c'est Ouais. Alors sur les 100 premiers vols, il y en a 2 qui ont explosé. Donc c'est 1 sur 50. Et puis la probabilité de décéder si vous montez au Cervin. Bon, ça dépend qui, vous me direz, vous avez raison. Hein. Mais en gros, il y en a 1 sur 300 qui décède. Sur 300 qui essayent de monter le Cervin, il y en a 1 qui décède. Donc ça donne un peu une idée de risques comme ça. Alors, voilà. Donc c'est une échelle logarithmique, 1 sur 100, 1 sur 1000, 1 sur 10 000, etc. Et puis là je vous mets un peu les risques de l'irradiation naturelle. C'est toutes ces irradiations que j'ai estimées comme étant bio avant. Hein. C'est cosmique, de la roche, notre irradiation interne, plus le radon. En gros, 1 sur 10 000, la probabilité de décéder. Alors, si on compare avec des risques qu'on prend dans la vie de tous les jours, on est un peu du même ordre de grandeur que de décéder d'un accident de voiture en parcourant 3500 km. Ça donne un peu cette idée-là. L'avion est plus sûr, hein, vous voyez, 7200 km d'avion, ça se trouve dans cette zone-là. Et puis maintenant, si on place les risques liés aux examens médicaux, voilà un peu où on les place d'après les modèles qu'on a actuellement. Hein. Donc si je fais l'irradiation naturelle, vous avez vu où c'est là, ici au centre. Bien, les examens de diagnostic de médecine nucléaire, c'est-à-dire ces examens où on vous injecte un produit radioactif pour faire une imagerie fonctionnelle de votre organisme, c'est un peu dans cette gamme-là. Les examens CT, c'est ce qu'on appelle le scanner, un computed tomography. La radiologie interventionnelle, c'est des examens où on utilise la fluoroscopie pour guider un cathéter, par exemple pour faire une intervention cardiaque. Là, le risque lié à l'irradiation est relativement plus élevé, on est 10 fois plus élevé. Par contre, les radiographies du thorax ou du genou, là vous êtes vraiment loin de tous les organes sensibles. Nos organes sensibles, ils sont essentiellement ici. Donc si vous faites un cliché du genou ou des extrémités, ou même du thorax, parce qu'avec le thorax, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de doses pour un examen du thorax, parce que les poumons sont bien radiotransparents. Donc ceux-là sont vraiment très très bas dans cette échelle de risque. Alors, le risque, c'est pas simplement un chiffre, hein, on a toujours de la peine à percevoir ces chiffres. Alors, j'ai trouvé une publication de l'IRSN. L'IRSN, c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire français, qui fait une étude chaque année. Alors là, j'ai le dernier résultat, le baromètre 2009, puis il pose des questions sur 31 risques différents à la population française chaque année pour voir l'évolution. Hein, M. Kaufmann y reviendra après. Puis il leur demande, pour chacun des domaines suivants, considérez-vous les risques pour les Français en général, élevé, moyennement élevé ou faible. Hein. Voilà. Alors, vous n'arriverez pas à lire grand-chose ici, mais je l'ai écrit un peu plus grand. Le risque qui est perçu comme étant le plus élevé en France, c'est le tabagisme chez les jeunes, avec 71% des gens qui pensent qu'il est élevé. Un peu plus bas, vous avez l'alcoolisme, ça paraît assez raisonnable. Les déchets radioactifs, hein, si on pense qu'ils touchent aux radiations, ce serait ici, avec 56% d'élevé.
les retombées de Tchernobyl en France. Hein. Alors je vous ai dit combien on avait reçu en Suisse suite à Tchernobyl. Par rapport aux autres sources d'irradiation habituelles, c'est pas énorme. En France, ils en ont eu encore moins, mais ça tombe ici. Les centrales nucléaires sont plus basses que Tchernobyl en France, on s'est déjà passé. Les téléphones portables sont par ici. La radiographie médicale est vraiment bas. Les gens n'ont pas peur des irradiations médicales. Bien que les doses qu'on reçoit en irradiation médicale sont bien supérieures à celles du nuage de Tchernobyl. Hein. Vous voyez que c'est pas forcément lié. Et puis tout en bas, le risque, qui est la composante des doses la plus importante de toutes celles que je vous ai montrées, hein, le radon, la plus importante, c'est celle qui est perçue comme étant la moins dangereuse de toutes. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la partie je ne sais pas, 18% est la plus élevée. Bon, l'année passée, c'était 33% en France, donc la connaissance est un peu meilleure maintenant. Alors bon, vous avez posé la question, est-ce que les gens qui utilisent les radiations peuvent faire ce qu'ils veulent? Non, parce que heureusement, il y a toute une série d'outils juridiques qui empêchent d'utiliser les radiations comme on veut. Ça va être basé sur des principes éthiques. Alors, je vais juste citer les 3 principes éthiques de la radioprotection. Le premier, c'est la justification, c'est-à-dire que si vous voulez utiliser des radiations, que ce soit des sources radioactives, des tubes à rayons X ou n'importe quoi, vous devez le justifier. C'est-à-dire que vous devez pouvoir démontrer aux autorités que l'utilisation des radiations va apporter plus de bien que de mal. Si vous n'arrivez pas à démontrer ça, la loi vous interdit d'utiliser les radiations. Ensuite, même si vous avez réussi à justifier l'utilisation des radiations, vous devez tout faire pour maximiser le bien par rapport au mal. C'est l'optimisation, c'est-à-dire qu'on doit toujours travailler pour réduire le risque et puis de comparer le risque et le bénéfice jusqu'à ce qu'on s'arrête plus. C'est ce qu'on appelle le principe ALARA, as low as reasonably achievable. C'est-à-dire qu'on va descendre aussi bas que c'est raisonnablement possible. Tout est dans le raisonnablement, parce qu'on peut toujours diminuer, hein, c'est clair. Mais jusqu'où on va le faire, c'est la démarche d'optimisation. Alors on pourrait imaginer une situation où on a tout justifié, on a bien optimisé, mais par exemple, on irradierait presque rien, toute la salle qui est devant moi, puis on donnerait une énorme dose, on donnerait à moi une énorme dose. Alors ça, ce serait pas acceptable. Hein. Il y a des principes déontologiques qui font qu'on peut pas accepter de sacrifier quelqu'un en particulier. Donc c'est pour ça qu'on fixe quand même une limite de dose. Donc même si on a bien justifié, bien optimisé, on n'a pas le droit de donner des doses supérieures à une valeur donnée. Alors j'arrive à ma conclusion, j'espère que je suis dans les temps. Alors, vous avez vu que les radiations sont omniprésentes. Hein, et ça, c'est d'autres types de radiations qui sont peut-être plus néfastes que celles que j'ai présentées ici, je ne sais pas. Hein. Alors, là, je vous ai présenté uniquement les valeurs, tous les chiffres que je vous ai montrés sont synthétisés ici. Hein. 0,4 pour le cosmique, le terrestre, et puis les radiations internes, 1,6 pour le radon, et puis plus que 1,2 pour le médical, ça c'est vraiment sous. Donc on voit que la composante principale de la dose, pour l'instant, elle est naturelle. Si vous faites la somme 0,4, 0,4, 0,4 plus 1,6, vous avez 2,8 millisieverts par année, c'est toute cette composante-là. Donc on voit que pour l'instant, dans notre vie quotidienne, on est davantage irradié par des sources naturelles, mais au rythme où vont les choses, il y a bien des chances que dans quelques années, l'irradiation médicale dépasse l'irradiation naturelle. Et puis la source principale pour l'instant, comme je l'ai dit, c'est le radon, mais le radon a des solutions simples, donc ça ne devrait pas être un problème pour la santé de se faire irradier par le radon, parce que n'importe qui peut mesurer sa maison et puis faire les transformations qui sont nécessaires pour un coût pas très élevé. Et puis finalement, je pense que c'est important de dire que même si la situation, en tout cas à mon avis, relativement bien maîtrisée pour l'utilisation des radiations dans la vie de tous les jours, hein, il est important de toujours avoir des garde-fous. Toujours avoir des garde-fous qui sont basés sur ces principes éthiques que j'ai cités auparavant, mais ces principes éthiques doivent toujours être discutés dans le cadre d'une délibération. Il faut que ce soit à la société de dire, enfin, ce qu'on appelle les parties prenantes, de dire si une activité est justifiée. Si on estime que faire un examen scanner est justifié pour la société, mais il faut que la société dise qu'elle est d'accord avec ça. C'est pas simplement un ou deux médecins qui décident dans leur coin pour dire oui, on a le droit d'irradier les gens avec un scanner. Quel est le risque qui est acceptable? Je vous ai parlé de l'optimisation,
jusqu'où est-ce qu'on descend, qu'est-ce qui est raisonnable comme optimisation. Bon, ça, c'est aussi à la société civile de se prononcer. Pourquoi est-ce que la société civile doit se prononcer? Parce qu'elle doit pouvoir assumer les risques. Si on décide je vais parler de la médecine, mais je pourrais aussi parler du nucléaire, comme on va en parler juste après. Si la société décide d'utiliser l'énergie nucléaire, il faut qu'elle puisse le faire en toute connaissance de cause pour pouvoir vraiment assumer ces risques. Et pour pouvoir assumer un risque, c'est pas suffisant de juste avoir Google et puis d'avoir une information à portée de main qui vient de n'importe quelle source, mais il faut aussi pouvoir comprendre les enjeux et pour pouvoir interpréter ces différentes informations. Si on n'a pas ça, je pense qu'il faut renoncer dès le départ d'utiliser les radiations. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention. Alors, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est essayer de vous montrer dans quelle mesure le risque nucléaire est en interaction avec toute une série d'autres questions de risque, d'autres questions de société, puisque, si vous voulez, pour les sciences sociales, un risque n'est jamais perçu dans la société ou débattu dans la société de manière isolée. Un risque est toujours en interaction avec, comme ça a été mentionné d'ailleurs par mon collègue tout à l'heure, toute une série d'autres risques. Et quand une nouvelle technologie apparaît sur le marché ou dans la vie quotidienne, elle va être évaluée à la lumière des risques passés, des affaires passées, des dommages qui ont été subis dans le passé, etc. Alors, si on considère la situation avant un des tournants historiques majeurs qui est dans l'histoire du nucléaire, qui a été bien sûr l'accident de Tchernobyl. Alors, on va faire la place ici sur les essais nucléaires dans l'atmosphère, qui ont déjà été mentionnés tout à l'heure. Mais c'est clair que dans le débat social sur la place du nucléaire dans la société aujourd'hui, c'est l'accident de Tchernobyl qui fait office de bifurcation majeure. En 1973, il y a un livre qui illustre très bien comment la question de la peur du nucléaire est discutée dans la société. C'est un livre qui est écrit par deux psychosociologues français. Et je vous ai mis ici une citation, psychosociologue et psychanalyste. Vous voyez que ici, l'angoisse devant les centrales nucléaires est en relation avec un danger intérieur et pulsionnel. L'excès d'angoisse est lié à l'existence de désirs agressifs et libidinaux inconscients. Vous voyez, vous avez une analyse du point de vue psychanalytique. L'angoisse est disproportionnée. Alors, ce qui est important après, c'est une trope, c'est une manière de penser le problème qu'on va voir se répéter par la suite. L'angoisse est disproportionnée par rapport à la réalité des dangers, même appréciée en fonction d'hypothèses scientifiques pessimistes. Donc on a un public affecté par des peurs irrationnelles dont on essaye de comprendre les ressorts. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans toute l'histoire de la perception du risque, comme vous allez le voir par la suite. Et puis on a des experts qui, eux, sont rationnels, qui sont en l'occurrence les ingénieurs du monde nucléaire. N'oubliez pas qu'ils sont dans la situation française. Le nucléaire, à cette époque-là, c'est un État dans l'État, c'est le commissariat à l'énergie atomique. Le nucléaire en France, à cette époque, ne s'est pas encore ouvert au débat public ou à la concertation qui était évoquée par mon collègue tout à l'heure. Il n'y a pas de débat public, il n'y a pas de conférence de citoyens, il n'y a pas de partie prenante, rien du tout. Il y a des experts d'un côté qui savent, et il y a un public ignorant et irrationnel de l'autre. Et puis il y a la raison d'État, bien sûr, qui est... Donc ça, c'est le contexte un petit peu... Deuxième citation, c'est un colloque sur les implications psychosociologiques du nucléaire. Vous voyez ici, l'opinion publique témoigne d'une crainte extraordinaire devant le développement de l'énergie nucléaire. On pense immédiatement que cette crainte, ce comportement irrationnel sont dus essentiellement au fait qu'un jour une bombe a explosé à Nagasaki et une autre à Hiroshima. Mais l'expert en question conclut en disant « Je suis convaincu que le phénomène est infiniment plus profond ». Donc effectivement, on fait référence à l'explosion de la bombe atomique, qui est une des grandes bifurcations anthropologiques du XXe siècle, avec la Shoah, avec toute une série d'événements qui ont complètement modifié notre manière de penser le futur, le bien et le mal, etc. Mais on sous-entend qu'il existe un mécanisme profond chez l'individu qui l'affecte de peur irrationnelle, une espèce de pathologie de la peur irrationnelle vis-à-vis des technologies. Alors après on fait un grand saut. Après, il y a un autre colloque qui a été fait en 1996, et là, de quoi est-ce qu'on discute? On discute du rapport entre le choix nucléaire, le politique, les controverses dans le monde scientifique sur la toxicité des rayonnements, les controverses sur les faibles doses, etc. Donc on a complètement changé de monde après Tchernobyl. Ça, on est avant Tchernobyl.
Quand on s'intéresse à ce qu'on appelle la perception du risque, c'est-à-dire la mesure de la manière dont les individus, qui ne sont en général pas des experts, perçoivent et comparent les différents risques, on tombe souvent sur un paradoxe. C'est le paradoxe qui est formulé par les experts. Et en gros, le public n'a pas peur des bons risques. C'est-à-dire, le public fume. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure. Vous avez ici toute la liste des saloperies qui sont contenues dans une cigarette. Le public prend des risques, fait du base jump, ne veut pas d'OGM alors qu'en fait le risque OGM n'est pas démontré dans l'alimentation, a peur des antennes relais de téléphonie mobile. Ça, c'est une crise qui est en pleine expansion, en particulier en France, où l'année dernière a été marquée par une véritable crise des antennes relais. On pourra y revenir après peut-être dans la discussion. Il a peur des centrales nucléaires, alors que pour le monde de l'ingénieur et pour les ingénieurs, il n'y a pas plus sûr qu'une installation nucléaire, un système technique quel qu'il soit. Et puis il roule, il se saoule le samedi soir, il a des accidents, il y a des milliers de morts sur la route en France et en Suisse chaque année. Donc en gros, c'est le paradoxe de la perception des risques. Les individus n'ont pas peur des bons risques. Cette question de la perception du risque, elle concerne bien sûr aussi, par exemple, les compagnies aériennes. Vous avez ici une tabelle d'acceptabilité des risques de la compagnie aérienne SAS, qui compare la mortalité moyenne, disons, en Europe, qui est de 10 puissance moins 4 ici, à la mortalité dans d'autres systèmes de transport que piétonnier, j'allais dire. Par exemple, ici, le train. Vous voyez qu'on est avec le train ici, on est à 10 puissance moins 8, c'est aussi une échelle logarithmique. La même chose avec un peu plus avec l'avion, et puis ici, les transports individuels comme la voiture, on a une mortalité supérieure, tout comme les petits avions, qui soient à réaction ou à hélice. Et quand on va du côté droite, on a affaire à des risques qui sont moins bien acceptés, puisqu'en fait, la personne n'a pas la possibilité de contrôler sa prise de risque, alors qu'ici, on a une plus grande acceptabilité des risques, parce que la personne conduit sa voiture, conduit son avion, si on a la chance d'avoir un avion. Donc là, on va émerger un premier paramètre, qui est un paramètre très connu dans l'analyse de la perception des risques, c'est-à-dire le contrôle que l'on exerce sur sa prise de risque conditionne la manière dont on accepte ou on refuse la prise de risque. À la fin des années 60, on a des travaux sur la perception du risque qui sont faits dans une approche d'économiste. C'est-à-dire, en gros, les économistes adorent les modèles très simples, qui sont en général faux, mais enfin, ils aiment bien ça. Ils ont un modèle de société qui n'existe pas, mais en tout cas pas pour les sociologues, mais qui existe pour les économistes, dans lequel on considère qu'on a un espèce de monde dans lequel on a un équilibre général, c'est comme l'équilibre général du marché, où tous les individus qui prennent des risques dans une société ont fait une pesée d'intérêt entre les risques et les bénéfices. Donc ils investissent leurs risques. On parle parfois, pour les gens qui travaillent sur ces sujets, de la gestion de son portefeuille de risques. C'est comme si on avait tous un portefeuille de risques qu'on gère, et puis chacun analyse cette situation, et l'état de la société traduit donc en espèce d'état rationnel du marché du risque. Et puis il y a des gens qui commencent à se dire à la fin des années 60 que ça ne fonctionne pas très bien, ce modèle, que c'est un peu simpliste, et ils vont commencer à analyser ce qu'on appelle la perception des risques dans le paradigme psychométrique. Donc ça, c'est, si vous voulez, le paradigme d'analyse de perception du risque qui s'est mis en place au début des années 70 et qui fonctionne encore jusqu'à aujourd'hui. Si on essaie de résumer un tout petit peu ce qu'on trouve, il y a des dizaines d'études qui ont été faites où on fait comparer aux individus différents risques et faire une classification des risques acceptés. On trouve que plus le risque perçu est important, plus le désir de réduction du risque est fort. Ça, c'est pas très étonnant. Mais c'est démontré par des chiffres et des statistiques. On trouve une chose intéressante, c'est que le rapport risque-bénéfice, donc le fameux rapport que les économistes ont tendance à privilégier dans leurs analyses, encore aujourd'hui, joue un rôle marginal dans l'acceptation du risque. Et puis on trouve qu'une chose assez tautologique finalement, c'est que nous avons peur de ce qui nous effraie. Alors ça ne nous fait pas beaucoup avancer, mais en fait, une bonne partie de l'analyse de la perception des risques arrive au résultat que nous avons peur de ce qui nous effraie. Et que la perception du risque dépend de son caractère effrayant, du degré de familiarité avec le risque. Est-ce qu'on a la coutume de fréquenter le risque? Par exemple, on sait très bien que dans les installations industrielles, les ouvriers ou les techniciens ont tendance, par accoutumance, à renoncer aux mesures de protection, parce que c'est compliqué, c'est lourd, il faut porter une combinaison, il faut accomplir tel ou tel acte qui ralentit la cadence, etc. Donc on a des prises de risque qui sont engendrées par l'habituation au risque, et puis aussi le sentiment d'être exposé à un risque ou non, directement, c'est ce qu'on appelle le syndrome NIMBY, not in my backyard, c'est-à-dire pas derrière ma maison, c'est-à-dire je veux bien que les autres soient exposés à un risque, par exemple qu'on stocke des déchets dans leur commune, mais j'ai pas envie que ces déchets arrivent chez moi. En fait, les choses sont plus compliquées que ça, mais enfin, c'est un syndrome qu'on observe quand même souvent. Et puis finalement, ce qui joue un rôle important, c'est le potentiel catastrophique. Alors ça, c'est très très important, c'est-à-dire le nombre de morts
qui peut être occasionné au cas où le risque se réalise. Par exemple, si une centrale nucléaire a un incident majeur, qu'elle relâche la radioactivité, le public en général, ou les gens qui sont interrogés, vont interpréter ça comme un risque totalement inacceptable. Alors pour un ingénieur du nucléaire, une centrale nucléaire étant une installation la plus sûre au monde, en gros, il n'y a aucune raison d'avoir peur des centrales. Donc l'expert évalue la probabilité quasi nulle d'avoir un accident, alors que l'individu lambda évalue le nombre de morts en cas de réalisation du sinistre. C'est deux approches complètement différentes du risque. L'attitude des experts concernant les risques a longtemps été celle-ci. Alors ça, c'est l'attitude qui a caractérisé, si vous voulez, le développement d'une technologie comme les OGM. Si je viens aux OGM, c'est justement pour vous montrer que cette attitude donc d'un public irrationnel à qui on essaie d'expliquer que finalement il n'y a aucune raison d'avoir peur des OGM. Ce qu'on oublie souvent, c'est que dans le monde scientifique, il y a eu aussi le développement progressif d'une controverse sur les risques des OGM. C'est-à-dire que si vous avez une conférence de citoyens qui est décrite, donc on savait très très peu de choses sur les OGM au départ quand on les a développés. Il a fallu que arrivent les généticiens des populations, arrivent les agronomes, et plus seulement les biologistes moléculaires, pour qu'on s'aperçoive que le problème de la dissémination d'OGM était beaucoup plus complexe que prévu. En 1998, il y a une conférence de citoyens, c'est la première conférence de citoyens qui est mise en place dans le contexte français. La France est un système, comme vous savez, très centralisé, où on n'aime pas trop demander son avis aux citoyens, en dehors des votations ou de l'élection du président de la République. Et pour la première fois, on met en place en 1998 une conférence de citoyens qui doit discuter de la place des OGM dans la société française. C'était une révolution politique, petite révolution politique en France. La firme Monsanto voit ça arriver et décide à ce moment-là de démarrer une campagne d'information sur les bienfaits des OGM. Alors qu'est-ce qu'elle dit, cette campagne d'information? Elle dit en gros que 69% des Français se méfient des biotechnologies, 63% déclarent ne pas savoir ce que sont les biotechnologies, mais que, heureusement, 91% des gens savent lire. En fait, ces résultats sont empruntés à des enquêtes qui sont réalisées régulièrement au niveau européen, qui s'appellent les eurobaromètres, mais sont complètement sortis de leur contexte. C'est-à-dire les questions qui ont été posées aux personnes dans ces enquêtes ne sont pas celles qui sont traduites ici. Elles ont été retraduites par Monsanto, mais en gros, Monsanto dit les Français sont irrationnels, puisque en fait ils ont peur de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, mais nous allons pouvoir les éduquer, puisqu'en fait finalement ils savent lire, donc on va pouvoir leur expliquer que les OGM ne sont pas dangereux. Alors, je ne vais pas faire trop long sur le contexte général, mais disons que dans les transformations récentes de cette situation, donc on considère qu'un public est en affaire à un public irrationnel, on va avoir une transformation importante les dernières années. Ce qui va apparaître, c'est évoqué par mon collègue tout à l'heure, on va voir apparaître un modèle qu'on appelle de la participation. C'est-à-dire qu'on va chercher à impliquer les citoyens dans les décisions qui concernent leur vie quotidienne, et en particulier les décisions qui concernent les technologies à risque. On va donc impliquer les citoyens, ce qu'on appelle les parties prenantes. Et puis on va redéfinir les procédures d'expertise. C'est-à-dire on s'aperçoit que finalement souvent les experts ont des intérêts, ils ont des intérêts dans le privé, ils ont des intérêts scientifiques. Enfin, on va faire en sorte d'avoir des procédures d'expertise qui soient beaucoup plus robustes que ce qu'elles n'étaient jusqu'à maintenant. Et puis on va voir monter en puissance une série d'organisations, d'ONG, d'associations qui, eux, vont développer une contre-expertise. C'est des gens qui vont faire, à côté des experts de l'IRSN ou à côté des experts du commissaire à l'énergie atomique en France, par exemple, des mesures de radioactivité. C'est le cas d'une organisation comme la CRIRAD, par exemple. Donc ça veut dire qu'on va avoir arrivé dans plein de domaines, et pas seulement dans le domaine du nucléaire, des groupes de citoyens qui arrivent face aux experts, avec des physiciens ou des ingénieurs ou des biologistes, qui arrivent face aux experts avec leurs propres données scientifiques. Et puis bien sûr, aujourd'hui, chaque fois qu'une nouvelle technologie émerge, c'est le cas par exemple avec les nanotechnologies aujourd'hui ou la biologie synthétique, le référentiel, c'est toujours soit le nucléaire, soit les OGM. Toute nouvelle technologie émergente présentant des risques, surtout si ces risques sont associés à des vecteurs invisibles, comme c'est le cas pour le nucléaire par exemple, va être comparée avec des technologies comme les OGM ou le nucléaire. Bon, ça c'est une citation un petit peu longue. Donc c'est une citation d'un sociologue
allemand qui s'appelle Ulrich Beck, qui a forgé le concept de société du risque en 1986 dans un livre publié d'abord en allemand. La préface de son livre, il l'écrit au moment de l'accident de Tchernobyl. Et en fait, l'accident de Tchernobyl vient pour lui, en quelque sorte, confirmer sa thèse, c'est-à-dire que sa thèse est extrêmement forte. Après, il y a toute une série de sous-thèses, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais qui dit en gros que si jusque-là, avant l'époque moderne, la société était confrontée à des problèmes d'inégalité dans la répartition des revenus, la répartition des richesses, aujourd'hui, elle est confrontée à des inégalités en termes de répartition des risques. En fait, c'est le risque et non plus les ressources qui deviennent l'enjeu majeur de conflit dans les sociétés contemporaines. Vous voyez qu'il mentionne explicitement Tchernobyl en disant qu'en quelque sorte, Tchernobyl nous rappelle un Moyen-Âge moderne du danger, c'est-à-dire une époque où les individus étaient exposés non pas à des centrales nucléaires, mais par exemple à des famines ou des épidémies. Alors je vais aller plus vite parce que moi je suis déjà en retard, très en retard, donc je crois que je vais sauter ça aussi. En gros, on a affaire à trois grands types de risques aujourd'hui, hein. Il y en a d'autres, mais c'est les principales. Ce qu'on appelle les risques technologiques majeurs, alors justement, c'est les risques qui affectent des installations industrielles qui vont produire des dommages comparables à ce que produisent les risques naturels comme les tremblements de terre, donc ça va être les centrales chimiques, les centrales nucléaires, etc. On a les risques alimentaires et sanitaires qui concernent l'interaction, enfin qui résultent de l'interaction entre les technologies et le marché, c'est le cas de la vache folle, c'est le cas des controverses sur la vaccination, sur les virus émergents, etc. Et puis on a les risques environnementaux, avec en particulier, bien sûr, le changement climatique. Combien il me reste de temps? 5 minutes, ouais. Bon, alors je vais passer les... Je vais aller très vite sur les questions, ces définitions. Un risque, en fait, c'est une manière, ce qu'on appelle risque, c'est une manière de mesurer ce que c'est qu'un danger. On mesure, en fait, un danger. Donc un risque, c'est la probabilité d'occurrence d'un dommage multiplié par la gravité de ces dommages. Donc le risque mesure le danger. Alors ça implique qu'on puisse bien sûr calculer ce risque, hein. Ça implique qu'on puisse calculer une probabilité, ça implique qu'on puisse évaluer un dommage. Si par exemple on crée un nouveau système technique et qu'on a eu 0 accident, on ne peut pas mesurer une probabilité d'accident. Donc, par exemple pour les centrales nucléaires, on a des échantillons statistiques qui sont assez réduits parce qu'heureusement on n'a pas eu beaucoup d'accidents majeurs, on a pas mal de petits incidents qui sont d'ailleurs reportés de manière très transparente dans des rapports comme celui de l'IRSN qui a été mentionné tout à l'heure, sur lequel on reviendra. Mais on a parfois des problèmes pour évaluer le risque. Alors, on va distinguer en général des risques avérés pour lesquels on peut calculer une probabilité d'occurrence et mesurer une gravité au cas où le risque se réalise. De risques hypothétiques qui sont des dangers pour lesquels la probabilité est inconnue, mais aussi le rapport de cause à effet est inconnu. Par exemple, est-ce que des très très faibles doses de rayonnement électromagnétique émis par les téléphones portables peuvent avoir des effets sur la santé, ou des très 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 faibles doses de radioactivité ou de pesticides. C'est le problème des faibles doses. Ça, c'est vraiment une controverse très importante aujourd'hui dans une série de secteurs scientifiques. Et là, on a deux attitudes différentes. On a ce qu'on appelle, alors je vais vite, hein, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais on a le cas, dans un certain cas, on va appliquer la précaution quand on a affaire à des risques hypothétiques. Donc on ne connaît pas le rapport de cause à effet impliqué. Par exemple, dans le cas des OGM, ça c'est discutable, hein, bien entendu. Les OGM de l'alimentation, est-ce qu'il y a un risque pour la santé humaine? C'est une controverse dans le milieu scientifique. Les champs électromagnétiques, c'est le cas. Et c'est le cas aussi largement encore pour les nanoparticules aujourd'hui. Bien sûr, ces incertitudes qui pèsent sur le caractère hypothétique de ces risques a tendance avec le temps à se réduire. Mais enfin, au début, on est toujours dans l'incertitude. C'est très facile de dire a posteriori qu'on savait ce qu'on allait trouver, mais quand on démarre avec une technologie, on ne le sait pas. Et puis, une autre situation qui est la situation de prévention classique, où on a affaire à des risques bien connus, et là c'est le cas de la radioactivité, des toxiques chimiques ou des agents infectieux. Donc vous voyez que dans les médias, on est tout le temps en train de discuter soit de prévention, soit de précaution. On parle plutôt de précaution, parce que quand on est dans une controverse scientifique, c'est beaucoup plus facile d'invoquer la précaution pour souligner le caractère d'incertitude et le caractère de danger d'un risque émergent. Voilà, ça je vais sauter, parce que ça ne concerne pas directement le nucléaire. Alors, on n'a pas beaucoup de données suisses sur la perception du nucléaire, hein, de données fiables. Les chiffres qu'on a concernant le nucléaire, on les trouve dans des enquêtes plus générales sur la perception des sciences et des technologies qui sont
réalisé par l'équipe de Fabienne Kreta von Roten à l'UNIL. Et vous voyez ici, par exemple, on a mesuré l'effet de 15 nouvelles technologies sur notre manière de vivre dans les 20 prochaines années. Donc on demande aux gens, sur ces nouvelles technologies, quel va être leur effet? Positif en vert, sans effet en gris, ou effet négatif en rouge. Parce qu'on voit que vous avez des technologies qui obtiennent un maximum de vert, c'est-à-dire l'énergie solaire, les mesures d'économie d'énergie, les voitures disposant de nouvelles sources d'énergie comme l'hydrogène ou l'électricité. Et vous avez une technologie qui se distingue largement des autres. Deux, en fait, c'est les équipements militaires qui sont majoritairement rouges, et puis l'énergie nucléaire qui est majoritairement rouge également. Ça montre que l'énergie nucléaire est encore empreinte aujourd'hui, bien sûr, d'une perception globalement négative. Alors ces pourcentages évoluent avec le temps, ils évoluent en fonction de paramètres qu'il est très difficile d'identifier, d'un point de vue sociologique. On peut avoir si on a un incident majeur dans une centrale, par exemple, c'est clair que ça va influer sur la perception, mais en fait les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, donc il est très difficile de dire pourquoi, par exemple, le nucléaire ici bénéficie d'un regain de soutien. On va voir après un graphique qui explique un peu mieux pourquoi. Alors ça c'est le même graphique que celui évoqué par mon collègue tout à l'heure, mais déployé différemment. Donc c'est le baromètre des risques de l'IRSN, avec le tabac ici en premier, les drogues, et ensuite les pollutions atmosphériques. Et ici on a le cluster du nucléaire qui comporte donc les centrales, les déchets nucléaires. Et en fait, ce qui est important de considérer, c'est évidemment pas uniquement le paramètre accepté ou refusé, c'est bien sûr le niveau de risque, mais c'est surtout la vérité sur les dangers, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que les individus pensent que les autorités ou les experts leur disent la vérité ou pas. Vous voyez que cette situation qui est caractérisée par les petits triangles verts, c'est trop petit, hein, je m'excuse, j'ai du mal à le voir, est très différente suivant les cas. Dans le cas du nucléaire, on a un peu tous les indicateurs dans le rouge, c'est-à-dire les individus ont tendance à penser que les experts ne disent pas la vérité, et leur degré de confiance envers les autorités en rouge est plutôt faible. De manière globale, on peut dire que les experts du domaine public jouissent d'un haut degré de crédibilité dans le public, alors que les experts du domaine privé jouissent d'un degré de crédibilité très faible, tout comme les élus politiques, les journalistes, d'ailleurs. Donc ici, la question était, à proximité de quel type d'installation seriez-vous prêt à habiter? Vous voyez que le parc éolien vient en premier, ensuite on a l'antenne relais de téléphonie portable, un centre de recherche nucléaire, donc, et puis ensuite ça diminue. Et puis tout en bas vous avez le site de stockage de déchets chimiques qui est avant le site de stockage de déchets radioactifs. Bon, alors, de nouveau, ces graphiques sont compliqués, mais ce qui est intéressant, c'est pour vous montrer plutôt le principe méthodologique qu'on utilise. C'est intéressant de comparer, par exemple, l'acceptabilité par rapport au fait de vivre à proximité d'une installation, des antennes relais, une centrale, un incinérateur, etc. À nouveau, avec la manière dont le risque est qualifié, comme élevé ou faible, avec le degré de confiance dans la manière dont les autorités gèrent le risque, et la vérité attribuée, le degré de vérité attribué à l'expertise qui est rendue par les autorités. Là, on a demandé aux gens de classer quelles étaient les installations qui étaient le plus susceptibles de produire une catastrophe, donc des morts. Ils ont la possibilité de répondre à de citer trois types d'installations, avec les centrales viennent en premier, les déchets en deuxième, les installations chimiques en troisième, et quatrième, les transports de matières dangereuses. Bien sûr, il ne faut jamais s'imaginer que la place d'une technologie, même si elle jouit d'une trajectoire c'est plutôt si elle souffre d'une trajectoire de refus ou de rejet historique, ne bouge pas. Hein. Il est clair, par exemple, il est intéressant de voir ici, on a demandé aux gens, de 2002 à 2006, on compare les résultats de ce baromètre qui se fait chaque année, quels étaient les facteurs en faveur du nucléaire. Alors, par exemple, on a l'indépendance énergétique ici, vous voyez que l'absence d'émissions de gaz carbonique, hein, est un facteur qui est passé de 16 à 24% dans l'espace de ce laps de temps. Il est clair qu'aujourd'hui, le débat sur le changement climatique modifie, et c'est bien normal, c'est un argument qui est beaucoup utilisé d'ailleurs par les opérateurs du nucléaire, profite à l'énergie nucléaire.
Alors ça, c'est un petit schéma pour conclure, en quelque sorte, c'est que dans le monde de l'ingénieur, on a affaire en général à un problème technique à résoudre. Hein. C'est-à-dire, voilà, on a un problème strictement technique. Il faut produire de l'énergie, il faut soigner, il faut imager un corps avec un scanner, etc. Et puis, on estime qu'en fait, on dispose des solutions pour résoudre ce problème. Et cette discussion se fait dans le monde du laboratoire. Or, la propriété des technologies, c'est d'opérer ce qu'on appelle, nous, des débordements. C'est-à-dire qu'elles vont avoir des effets qui sont totalement imprévisibles et qui vont faire en sorte que ces débordements vont affecter un certain nombre de groupes de personnes, hein, pour des raisons X. Soit parce qu'elles sont riveraines de ces installations et qu'elles vont subir les impacts de ces installations. L'impact peut être purement esthétique, si c'est une éolienne, ou sur la faune aviaire, ou sous forme de rayonnement, peu importe. Mais enfin, ces technologies débordent et vont agréger autour d'elles des groupes de personnes qui vont être concernées par ces technologies. Donc en fait, une des propriétés des technologies, c'est à la fois très simple et c'est compliqué, c'est-à-dire que ces technologies vont reconfigurer les rapports sociaux et vont créer de nouvelles catégories de citoyens. Des citoyens concernés par les maladies génétiques, des citoyens concernés par les installations nucléaires, des citoyens radiosensibles qui souffrent des émissions des antennes de téléphonie mobile, etc., qui se comptent par milliers maintenant en Europe. Je ne dis pas que ces risques sont scientifiquement démontrés, je dis qu'il y a des milliers de personnes radiosensibles aujourd'hui et que les pouvoirs publics ont dû mettre en place dans les hôpitaux, maintenant dans certains pays, c'est le cas en Suède, c'est le cas en France, des consultations spécialisées pour la radiosensibilité, la radio-hypersensibilité au rayonnement électromagnétique. Donc en fait, ce qui nous intéresse, nous, dans ce qu'on étudie, c'est de savoir comment, justement, on passe d'un problème strictement technique à un problème socio-technique qui va modifier, en fait, les équilibres au sein de la société. Alors, si on... Dernier dia pour conclure, on a vu que historiquement, mais j'ai dû le montrer très très vite, les questions que se posent les experts, les politiques et les entrepreneurs, parce que les entrepreneurs, c'est bien normal, c'est leur métier d'entrepreneur, ils veulent aller vite, ils veulent développer des nouvelles technologies, ils veulent générer de la croissance économique, et ce qu'ils appellent la résistance au changement technique, c'est-à-dire tous les individus qui posent des questions, ou des groupes, ou des ONG, qui posent des questions sur les éventuels risques liés à ces technologies, sont des obstacles qu'il s'agit de dépasser. Donc, ces acteurs ont eu tendance, c'est en train de changer beaucoup, hein, c'est très vite, à poser la question de savoir pourquoi le public avait peur et comment est-ce qu'on pouvait combattre ces peurs irrationnelles, par l'éducation, etc. Et puis quand on regarde empiriquement, avec des démarches aussi qualitatives, comme les conférences de citoyens, les conférences consensus, les enquêtes, on s'aperçoit qu'on n'a absolument pas affaire à des citoyens irrationnels, peureux, etc., mais au contraire des citoyens qui soit désirent s'investir positivement dans le développement de ces technologies, c'est le cas dans le monde médical par exemple, ou qui désirent contester certains développements technologiques, proposer des alternatives, etc. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où, heureusement, on a tendance progressivement à dépasser cette situation simpliste entre des experts qui savent et un public irrationnel pour passer à une situation beaucoup plus complexe de ce type-là, même si ce paradigme de la peur, ou ce qu'on appelle de l'instruction publique, a tendance à se régénérer perpétuellement, et que souvent aussi parce que les scientifiques ne sont pas bien formés pour ça, ou les politiques non plus, ou les entrepreneurs, parce que les entrepreneurs veulent, c'est normal encore une fois, promouvoir les nouvelles technologies, ont tendance à recycler ce vieux paradigme, toujours de la peur, du public irrationnel, etc. Et si je vous pose la question, je vous demande si vous êtes tous irrationnels, incompétents, vous me répondez sûrement que ce n'est pas le cas. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci Alain.